spectateurs. Président Bandakani, ce matin, nous revenons sur la Côte d'Ivoire, un de nos classiques, il faut bien le dire, puisqu'il s'agit quand même de la lutte de libération, ou plutôt de cette néo-lutte de libération, pour emprunter un peu vos expressions, et qui aujourd'hui se joue en Côte d'Ivoire à travers le retour de Laurent Gbagbo. J'aime votre précision, Bachir. C'est très important cette précision parce que il y a le méli-mélo et les amalgames qui sont construits à dessein, et c'est normal, c'est la lutte, peuvent laisser faire croire que nous avions un problème personnel avec l'individu, le président Ouattara. Peuvent laisser faire croire que nous sommes dans un combat finalement sans fondement. Et que bon, à la limite, on combat pour combattre. Il faut rappeler les enjeux du combat, la situation ivoirienne pour l'Afrique et pour le monde entier. D'abord, le premier enjeu, c'est, pour comprendre ça, prenons des images et des figures. Faisons un peu de pédagogie. Je l'ai dit l'autre jour, c'est la communauté internationale, c'est-à-dire le système des Nations Unies, c'est-à-dire la Banque mondiale, le FMI, l'ONU, mon cher Bachir. Ce que vous appelez les puissances de ce monde, la France, l'Angleterre, l'Union européenne. Donc, c'est le système international qui a porté le président Ouattara au pouvoir. C'est très important. Un. Deuxièmement, ce système international l'a porté au pouvoir par des voies essentiellement criminelles. Je dis bien essentiellement. C'est-à-dire on a pensé, on a programmé, on a élaboré, on a mis en application le crime. On a marché sur des milliers de cadavres ivoiriens. On a violé vulgairement, sauvagement, ce qu'on appelle le droit international. On a violé tous les principes éthiques, tous les principes politiques, moraux, qui peuvent fonder une démarche politique en Côte d'Ivoire. Pour placer, c'est-à-dire, on a liquidé la démocratie. On a liquidé les droits de l'homme pour placer l'individu au pouvoir. Et l'enjeu de son placement, cette démonstration de puissance, mon cher Bachir, sauf pour ceux qui ferment les yeux à dessein, avait été le déclencheur du processus de recolonisation du continent africain. Il faut bien dire la recolonisation. Alors à l'époque, quand nous on a parlé de ça, les gens ne semblaient pas voir, mais aujourd'hui c'est clair pour tout le monde. C'était le déclenchement du processus de recolonisation du continent africain. Mais Bachir, nous les panafricanistes, on ne peut pas accepter ça. C'était inacceptable. Et quand l'occasion a rencontré l'histoire, à savoir l'émergence de cette chaîne, n'est-ce pas, par l'initiative du PDG Tagou, Justin, l'émergence de cette chaîne a coïncidé avec ce choc. Et comme l'histoire s'est fait des choses, nous étions là, sur cette plateforme pour démarrer, on s'est dit, on ne peut pas accepter ça. Nous avons relancé le nouveau panafricanisme. C'est-à-dire, il faut qu'on rappelle les choses. Qui a pour objectif d'empêcher la recolonisation du continent africain. C'est cela l'enjeu. C'est cela l'enjeu, ce n'est pas autre chose. Donc, c'est pour ça que j'ai souvent dit que, loin de m'en prendre dans la personne, l'individu du président Ouattara, c'est le projet qu'il incarne que nous ne pouvons pas accepter. C'est le projet qu'il incarne qui est inacceptable pour la mémoire historique du peuple africain et même de l'humanité en général. Cette régression, cette terrible régression qu'incarne, n'est-ce pas, l'arrivée au pouvoir du président Ouattara est une énième tentative d'anéantissement de l'Afrique et une énième tentative d'annihilation de l'humanité, même de l'humanité en général. C'est pour cela que le procès du président Gbagbo à la CPI a été quelque chose d'extrêmement emblématique, pas seulement pour l'Afrique, mais pour le monde entier. Oui, cette Cour pénale internationale, vous voyez, cette Cour pénale internationale, cette justice dite internationale, ces droits de l'homme, ces droits de la personne, cette liberté, tout le monde a bien vu ce que ça signifiait. Ça ne voulait rien dire du tout. C'était des chevaux de Troie, n'est-ce pas, de la recolonisation du continent africain, de la négation de l'humanité africaine. C'était le signal fort que l'humanité était entrée dans un nouvel âge. C'est-à-dire un âge où elle voit en face sa négation, où elle voit en face un projet qui est en train de l'écraser et qui peut nier aujourd'hui le lien que nous sommes partis. Depuis le combat, depuis que nous avons pris en charge la question ivoirienne, vous avez vu tous les péripéties, en passant par le franc CFA, en passant par
l'engagement des présidents africains pour sortir de la CPI, en passant sur tous les combats qui ont été menés ici pour empêcher la déstabilisation des États en Afrique centrale et en Afrique, le Burundi. Bref, nous nous sommes engagés, mais au-delà, à soutenir Maduro, nous avons soutenu le président syrien, tout ce que nous avons fait pour le Sahel, n'est-ce pas? Tout ce combat-là, regardez comment ça vient aboutir maintenant. Une justification du caractère humaniste du panafricanisme. Claire, l'enjeu, c'est la libération de l'humanité. Parce qu'aujourd'hui, on a vu que, par exemple, la question du franc CFA, mon cher Bachir, vous ne démantelez pas le franc CFA dans son essence sans démanteler le système financier international. L'architecture financière, l'architecture financière et monétaire internationale. D'où la bataille que nous avons menée pour dénoncer le système financier et monétaire international. Et les progrès sont très visibles. C'est ici, sur ce plateau, que nous avons annoncé, mon cher Bachir, que la guerre froide, une nouvelle guerre froide était inévitable. Et que moi, Banakadi, j'appelais cette guerre froide parce qu'il faut une désorganisation, n'est-ce pas, du système international pour la reconstruire sur de nouvelles bases. Et vous voyez la coïncidence symbolique avec ce qu'on appelait le Covid, où maintenant tout le monde entier a vu que les Illuminatis, les Bill Gates, ces gens-là, justement, qui ont placé le président Ouattara au pouvoir, étaient dans une dynamique de destruction totale de l'humanité. On veut le mettre une puce. Vous voyez, c'est la cessation de l'homme tel que nous l'avons connu. On veut nous inventer un homme, un monstre, n'est-ce pas? Un monstre, une chose qui sera dans les mains de ces gens-là. Bref, on va nous transformer en un logiciel, mon cher Bachir. Vous avez vu? Ça, c'est l'enjeu du néo-panafricanisme. Et nous sommes là ce matin, à travers le développement de la situation du président Gbagbo et le ministre Blé Goudé à la CPI, cette démarche du président qui va demander carrément, qui va réclamer ce qui lui est dû, ce qui est de droit, alors qu'il a été innocenté, n'est-ce pas, par la CPI, sous la pression, grâce au combat des néo-panafricanistes, il faut toujours rappeler ça, nous avons liquidé moralement, intellectuellement, je lui dis comment, cette histoire qu'on appelle la CPI, et aujourd'hui elle est dans une démarche vraiment, on appelle ça, dans une débandante, elle veut faire semblant de redorer son blason, en jetant, n'est-ce pas, tout le problème sur le président Ouattara. Mais je ne vais pas parler sur le sort de M. Ouattara. Il le mérite, vous comprenez. Aujourd'hui, le président Ouattara est devant ses responsabilités. Le monde entier le regarde. Voilà le président Gbagbo, blanchi par ce qu'ils ont appelé justice internationale. La CPI a dit, mais écoutez, rentre dans ton pays. Ça dépend du président Ouattara. S'il accorde la demande, tu rentres dans ton pays. Je vais revenir à la question de Laurent Gbagbo, mais tout de même pour ne pas oublier. Alors, à vous entendre parler, notamment vers la chute, on a l'impression que le président Alassane Dramane Ouattara serait aussi victime du système qu'il a porté. Je ne dirais jamais ça du président Ouattara. Le président Ouattara a été, en toute conscience, ce sont ses choix. D'abord par son parcours scolaire, ou bien universitaire, on va appeler ça, young leaders, fabriqué dans les officines, n'est-ce pas, de l'État profond américain, il faut le dire, fabriqué. Il a choisi, il a engagé des démarches claires pour assumer ça. Je ne vais pas entrer dans sa vie privée, mais quand vous regardez même sa vie privée, les décisions qu'il a eu à prendre à titre privé, par exemple, je voudrais pas... Non, pas victime en tout cas. D'accord. Pas d'intrusion dans sa vie privée, mais M. Ouattara n'est pas victime. Alors, jamais il ne sera victime. Nous nous en fichons carrément du cinéma qui se passe entre lui et la CPI. Mais M. Charles Blé Goudé avait dit ça, qu'on va vous utiliser, on va vous jeter comme papier hygiénique. Il a président de Mobutu, moi je me rappelle indemnité. Il disait ça, mais à l'époque, le président Ouattara et tous ces gens l'insultaient, le qualifiant d'illettré, d'inculté historique. Les faits sont là aujourd'hui, le ministre Blé Goudé les a prévenus. C'est comme ça à chaque fois. Les Africains, les Noirs, toujours, dans ce type de dynamique, sont ceux sur qui, n'est-ce pas, on dit ça, on fait retomber la poisse, vous voyez, on fait retomber la merde, pour rester poli. C'est sur eux, c'est toujours comme ça. Regardez à l'OMS, le rôle que joue notre compatriote Gabriel Jesus. Vous voyez ça, vous voyez tout ça. Donc, regardez la CPI, Maintenant que la CPI, que fait la CPI? Elle veut se blanchir en Mondovision. En disant que bon, nous on a fait notre travail, vous les Africains, ça entre vous là-bas. C'est le président Ouattara maintenant qui est responsable du blocage de la situation du président. Alors, le décor est planté. Et de son ministre. Maintenant, le président Laurent Gbagbo, quand on revient à lui, pourquoi on lui refuse le passeport diplomatique avant d'arriver au passeport
ordinaire. Parce que là, il a essayé, auprès du ministère des Affaires étrangères, ivoirienne bien sûr, d'obtenir un passeport diplomatique afin de retourner au Bercail. Cela ne lui a pas été octroyé. Et donc, il introduit une demande cette fois-ci comme un civil, comme un citoyen ordinaire de la Côte d'Ivoire auprès de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Bruxelles. Il faut dire qu'on est là dans un jeu de cache-cache, mon cher Blaché. D'abord, le ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire, évidemment, sur la forme, va se cacher derrière le fait qu'il est sous une condamnation, n'est-ce pas, de 20 ans en Côte d'Ivoire, et que lui remettre un passeport diplomatique, ce serait comme s'il n'y a pas un contentieux. Il a un contentieux, n'est-ce pas, avec son pays. Ça veut dire qu'il y a des arguments juridiques qui pourraient, du point de vue d'Abidjan, il y aurait des arguments juridiques qui pourraient justifier le fait qu'il est... J'essaie d'être le plus honnête possible, Oui. parce que même là, ça ne tient pas. Mais si vous condamnez quelqu'un, n'est-ce pas, il n'est pas au pays. Mais si c'est présent, c'est l'occasion de l'arrêter, non? Oui. Parce qu'il a suivi condamnation. Oui. Donc, et il veut revenir. Et il veut revenir. Donc, qui vous dit qu'il n'a pas envie de revenir pour aller en prison? Qui a dit ça à ce régime-là? A dit au régime d'Abidjan. Le président Gbagbo, n'est-ce pas, n'est pas fou. Il sait qu'il est il a fait l'objet d'une condamnation de 20 ans en Côte d'Ivoire. Oui. Il le sait. Vous comprenez? Donc, moi, dans un pays, si on condamne quelqu'un et qu'il vient se présenter au service contrôle de son pays, mais il vient se livrer, non. Vous l'arrêtez. On dit que non, toi, là, tu es sous une condamnation. D'ailleurs, c'est même bien, viens ici. On va te mettre en prison. Donc, vous voyez que derrière le refus, n'est-ce pas, des services diplomatiques de la Côte d'Ivoire, en l'occurrence le ministère des Affaires étrangères, derrière, il y a la peur, mon cher Bachir. Il y a la peur. Il y a l'incapacité de regarder cet homme dans les yeux. Il y a l'incapacité de l'affronter. C'est de cela qu'il s'agit, mon cher Bachir. Il y a l'incapacité. En fait, le président Gbagbo aujourd'hui est le symbole de la victoire de l'Afrique sur tout ce système international criminel. C'est ça le symbole du président Gbagbo. Nous, on ne le soutient pas parce que c'est une relation individuelle, même si nous à titre personnel, nous l'aimons beaucoup. Oui. Mais c'est l'enjeu qu'incarne le président Gbagbo, mon cher Bachir. C'est même plus que Mandela, dans le contexte actuel. Oui, parce que là, le président Gbagbo aujourd'hui, il est le symbole de la défaite du système international qui a été renversé par le néo-panafricanisme, pour être plus précis, par le génie de la parole. Monsieur Bachir, nous n'avons tiré aucun fusil. On n'a tiré aucun fusil d'une part. Il n'y a eu aucune violence. Cet homme a été réhabilité. Il a battu ses adversaires. Il a battu ses ennemis par la justice. Oh mon Dieu, par la justice. Par la puissance de la justice divine. Il les a battus. Mais c'est ça que le régime d'Abidjan ne peut pas affronter. Comme la CPI n'a pas été en mesure de regarder cet homme dans les yeux. Vous voyez ce qu'on appelle le procureur, Mme Bensouda. C'est une honte pour l'humanité. Regardez cette cour. C'est une honte. Alors la diversion, on va aller attaquer les États-Unis pour faire comme si on peut tromper les Africains. On dit que bon, nous, on n'est pas une justice aux autres. Et on va attaquer les États-Unis pour montrer que non, achète ça. Tout ça sont des histoires. Personne ne prend ça au sérieux. La CPI, c'est terminé. Elle peut s'agiter comme elle veut, c'est terminé. Elle a perdu de son crédit. Il n'y a que des Africains. Il n'y a que des Afro-occidentaux, comme j'aime les appeler, n'est-ce pas, qui osent même écrire une pareille chose pour soumettre des cas, entre guillemets, de jugement. Vous comprenez, mon cher Bachir? C'est un instrument diabolique qui a été dévoilé à la face du monde et qui est une honte pour l'humanité. Donc, mon cher Bachir, c'est tout ça. Oh, regardez quand cet homme avait été humilié, le président Gbagbo, pour son épouse aussi. Cette très très grande dame, Simone Gbagbo, que nous saluons ce matin, avec beaucoup d'affection. Les humiliations qu'on les a infligées. Qui aurait pu croire, mon cher Bachir, qu'on en serait là aujourd'hui? Qui aurait pu imaginer que ça allait rebondir? Mon cher Bachir, il faut le dire, ce n'est pas pour nous jeter des fleurs, mais il faut rappeler les circonstances de ce combat. L'Afrique officielle a baissé les bras. L'Afrique officielle a dit ça ne nous concerne pas. L'Union africaine, elle avait les mains. Ponce-pilatisme. Il faut bien le dire que jusqu'à date, très peu se sont prononcés sur la question. Je vous le dis, monsieur, il ne faut pas les aider. Je connais ta politesse, ton sens la diplomatie, mais je dis, nous disons la vérité. L'Union africaine, ponce-pilatisme. Il n'y a qu'à l'époque, le président Zuma, il faut le rappeler, il faut être honnête, le président Zuma avait pris une initiative pour interpeller ses pairs africains que ça ne peut pas continuer comme ça. Oui. Mais l'Union africaine a fait comme si, à botter en touche. Nous savons pourquoi. Les salaires sont payés par l'Union européenne, ce que vous voulez. Donc les gens préfèrent leur salaire en euros et en dollars au lieu de défendre les principes, mon cher Bachir. Les chefs d'État africains sont restés silencieux.
la société civile, tout ce que vous appelez intellectuel, les églises, tout ça, ils sont restés silencieux. Il n'y avait que des fous patriotes ivoiriens, des fous néo-panafricanistes comme nous qui avons dit on ne peut pas accepter ça. On a commencé la folie. Et ça a pris, ça arrivé, cet homme est dehors. Vous voyez ce que ça représente, mon cher Bachir? Mais ce type-là est le symbole de ce qu'on appelle, c'est pas possible, on a déshabillé, comme on dit au quartier chez nous, le déshabillement de ce qu'on appelle le système international, le déshabillement total des Nations Unies, le déshabillement total de tous ces gens qui sont passés pendant des années comme des parangons de la morale, comme le système le plus abouti en politique, en économie, en droit, le système international, l'ONU avec sa fameuse charte sur les droits de l'homme, et la charte universelle, la déclaration universelle des droits de l'homme, toutes ces choses-là qu'on nous a bourré le crâne avec ça pendant des années, pour nous enfumer, mon cher Bachir, nous faire croire que le monde avait une certaine morale, qu'il y avait un certain sens, n'est-ce pas, à défendre ces principes. Mais ce sont des bêtises, ce sont des cache-siècles, des crimes. Hein? Ces valeurs ne valent plus rien. Aucun homme de santé sur cette terre ne peut accorder la moindre importance à ces valeurs, à ces structures. Elles sont tombées, mon cher Bachir. Alors. Elles sont nues. Et le président Gbagbo incarne ça. Vous comprenez? Mais comment voulez-vous qu'un ministre des Affaires étrangères, vraiment, petit ministre des Affaires étrangères, par rapport à l'enjeu, bien sûr, nous respectons l'autorité ivoirienne, vous le savez, hein, oui. Nous n'avons jamais appelé, n'est-ce pas, à un seul jour, à eu moins de quelqu'un que violence contre le régime. C'est la parole. Nous on a dit c'est la parole. Oui. Voilà, donc, c'est ça que... Comment voulez-vous que ce petit ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire, face à ce grand homme... Alors ça veut dire que l'enjeu était plus grand que le ministre ou comment? Mais c'est clair, je suis en train de vous le dire, mais c'est clair, mon cher Bachir. Il a devant lui un bloc historique, un gisement symbolique qui incarne le changement de l'histoire. Mais vous voulez qu'il lui dise quoi? Il ne peut rien lui dire. Et alors, ce ministre représente son régime. Regardez alors M. Ouattara. Lui, son cas est plus grave. Il croyait qu'il avait enterré M. Gbagbo. Moi, je me rappelle à l'époque, au plus fort de la rébellion, l'ancien président burkinabé, il n'a même pas de nationalité. C'est celui que vous appelez comparé là. On ne sait pas s'il est ivoirien ou il est burkinabé. À l'époque, il avait dit, n'est-ce pas, qu'il y a des gens que nous allons envoyer à la cour pénale. Il parlait du président Gbagbo. Vous voyez que c'était bien prémédité. Donc, voyez l'arrogance. Voyez l'assurance entre-temps, mon cher Bachir, pendant que Gbagbo est glorifié, lui et son ministre, pendant que la cause ivoirienne est glorifiée, où est M. Comparé? La poubelle de l'histoire. Aujourd'hui, il est ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Qatar. Une honte, mon cher Bachir. Aujourd'hui, le président Ouattara, dans sa superbe à l'époque, le grand génie du FMI, le parangon de l'économie, c'est-à-dire que le plus grand des Africains au XXe siècle, aujourd'hui, il est tout nu. Il est tout nu devant le grand homme, devant l'histoire. En tout cas, incarné par le président Gbagbo. Mon cher Bachir, quand il parle de ça, vous m'arrêtez pas. C'est terrible. Je vois très ému en tout cas. Je dis devant l'histoire. Ils sont dépassés. Voilà, c'est ça qui les fait tomber. C'est ça qui les fait peur, mon cher Bachir. Voilà pourquoi ils ne veulent pas l'accueillir dans son pays. Voilà pourquoi on prive cet homme du droit élémentaire. Mais on lui dénie même sa nationalité. On lui refuse le droit élémentaire d'entrer chez lui. Il dit que je rentre chez moi, mais vous êtes au pouvoir, mettez-moi en prison. Mais ils savent très bien, Abidjan, que si on le met en prison encore, la puissance de cet homme, sa puissance spirituelle, va faire exploser les portes de la prison. Mais comment est-ce qu'ils feront? Comment fera le régime de Ouattara actuellement? Vous allez faire quoi en Côte d'Ivoire aujourd'hui sans cet homme? Quoi? Sans son ministre Blé Goudé. Vous allez faire quoi? Monsieur Ouattara joue avec le feu. Très bien. Le feu est en train de brûler. Vous savez pourquoi c'est encore plus grave, mon cher Bachir? Vous nous le dites et on prend quelques appels. C'est un feu spirituel. Très bien. Merci, président Banda Kani. Alors, de toutes les façons, nous restons donc